combien de personnes? Pour 6 personnes. Donc 6 petits, un petit peu de sirop d'érable et le jus d'un citron. D'accord. Donc voilà, on met d'abord les kiwis. Et allez, c'est parti avec Cassandre, on mixte. Parce que vous le savez, on va vous en parler durant une petite heure. Hein. Éliminer, c'est la santé. Donc on se met déjà un peu dans l'atmosphère. Alors, il va y avoir beaucoup d'acidulés là aujourd'hui. Oui, hein, alors un petit peu de sirop d'érable parce que, pour un petit peu de douceur, c'est un petit peu... Parce que l'acidité du citron, c'est peut-être un peu... faut pas trop la sentir, donc ça, comme c'est sucré, ça va bien avec. On veut pas que ce soit abrasif quand même. Voilà, hein. Non, c'est pas le but. Donc là, on presse un citron entier. D'accord, et vous voyez, la recette est en train de défiler en bas de l'écran. Voilà, donc vous pouvez noter pour suivre le jus au fur et à mesure. Le jus, on va mettre 2 petites cuillères à soupe de sirop d'érable. Et pourquoi le sirop d'érable? Parce que c'est bon. Oui, c'est naturel et que la nature nous a fait merveille. Parce qu'avec le citron, c'est un peu plus doux, comme je vous ai dit. C'est juste pour ça, on n'en met pas beaucoup. Hein. On peut en mettre un peu moins. On peut mettre aussi du miel si... D'accord. Bon, et en plus, alors là, on va éliminer, mais on va en plus régénérer parce qu'on va avoir un peu de l'énergie, de la vitamine entre le thé vert qui a un concentré de vitamine C, le citron, le kiwi. Alors on met le thé. Là, j'ai mis à peu près une petite tasse par personne de thé, donc 6 petites tasses. Mais non, je vais pas tout mettre, mais ça reste assez liquide. Ça reste même modestement 4 aujourd'hui, Cassandre. Ouais. Cassandre, elle a une famille nombreuse, donc elle aime rajouter. Voilà. On ne sait jamais, il peut y avoir des invités qui arrivent à la maison du bonheur comme ça, de manière inattendue. Et puis on peut après le garder en mettant des glaçons au frais dans une bouteille, un petit moment. Allez, on mixte. Et voilà. Encore un peu. Alors Cassandre, en général, c'est Madame Yaourt. Dans chaque jus, en général, elle essaye de nous caser un petit yaourt. Là, j'en ai pas. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Yaourt avec le thé. Non, on reste dans le liquide. Ouais. Là. Donc ça se boit frais. Hein. C'est joli la couleur, je trouve que c'est plein de douceur. Bah, on retrouve la tonalité du thé vert. Ouais. Voilà. Et ça sent bon le kiwi. Là, il y a encore des petits morceaux, mais c'est très bon. Puis c'est vrai que par principe, c'est vrai que d'un jus détox, on attend finalement un jus vert. Voilà, on a envie de se mettre au vert, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, ça va être un quatuor. C'est bien vert là. Voilà. Bon bah Cassandre, on va se retrouver en fin d'émission. Avec plaisir. Hein. Merci beaucoup. Allez, on va accueillir le reste de l'équipe. Vous allez voir, ils sont formidables. Voilà, un trio de choc et de charme. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, opération décryptage. Hein, vous l'avez compris, on va à la fois décrypter toutes ces manifestations corporelles qui nous échappent, mais aussi tous ces indices extérieurs à notre portée qui révèlent finalement ce qui se passe à l'intérieur. On va faire avec l'équipe du jour un check-up santé. Bonjour, bienvenue Emmanuel. Mandil, bienvenue Emmanuel. Installez-vous, voilà, vous êtes comme à la maison, vous faites comme chez vous. Bonjour Daniel Kieffer, bienvenue. Très heureux. Et Guillaume. Bonjour Charlotte. Géraud, bienvenue. Vous avez raison d'être heureux, Daniel Kieffer, parce que vous êtes quand même dans la bonne heure. Hein. C'est clair. Bon, voilà, donc vous êtes vraiment dans votre élément, c'est parfait, on est ravis. Vous allez bien? Très bien. Bon, hein, je vous ai mis le petit jus orchestré par la belle Cassandre, voilà, donc un peu de thé vert, voilà, de quoi éliminer, parce que c'est quand même le sujet du jour. Et Daniel Kieffer, on va rappeler que, alors c'est un peu tabou hein, quand même, mais on va rappeler que cette émission est avant tout déculpabilisante et que rôter, bailler, éjaculer, péter, voilà, on peut transpirer, on va parler de tout ça, finalement ça fait partie de la vie et que c'est une bonne chose parce qu'éliminer finalement c'est la santé. Incontournable. Incontournable. C'est-à-dire c'est un gage de santé que d'éliminer? C'est l'équilibre évident entre ce qui rentre et ce qui sort. Le métabolisme, au plus simple, c'est ça. Hein. Donc, que ce soit un animal ou un végétal, on reçoit, on absorbe, on digère, on assimile, et puis il y a forcément des déchets, des dérivés de ce métabolisme qui ressortent par nos émonctoires. Le foie, le rein, la peau, et puis, annexe les gaz et tout ce qui sort un petit peu. Voilà, et si on n'élimine pas, c'est l'embouteillage, et là, les problèmes commencent, Guillaume Géraud. C'est-à-dire, en quoi c'est important d'éliminer? Si on n'élimine pas, c'est la poubelle qui encrasse un petit peu le corps. Qui se remplit. Imaginez une voiture où vous mettez un super carburant, parce que forcément, je vais l'entretenir, etc. Mais je vais boucher, en fait, le pot à l'arrière. Au bout d'un moment, elle va complètement exploser. Pour notre corps, ça va être exactement la même chose. Donc le fait de se retenir toute la journée, tout simplement de ne pas prendre le temps même d'aller aux toilettes. Attendez, uriner, 14 millions de personnes qui se retiennent dans la journée au moment où ils ont envie, c'est quand même incroyable. Oui.
Oui, mais c'est contre nature finalement. Il y a une notion de territoire. On le fait déjà chez les petits-enfants. Hein. On leur dit de boire, etc. Mais les toilettes, dans quel état est-ce qu'ils sont? En général, c'est pas forcément très propre. Les portes ne sont pas toujours fermées, etc. Donc, moi, je le vois chez les enfants. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils n'ont même pas encore posé leur sac à dos, qu'ils sont déjà en fait aux toilettes, tout simplement. Parce que tout au fil de la journée, ils se retiennent. Et à un moment, il faut bien que ça sorte. Alors justement, on va parler concrètement aujourd'hui. Emmanuel Mandil, quelles répercussions sur notre corps que le fait de ne pas éliminer ou de ne pas prendre conscience de l'importance d'éliminer? Au quotidien, ça va se manifester comment? Ça va se manifester par des choses désagréables, effectivement, on va le voir, de la mauvaise haleine, voire après des dysfonctionnements au niveau du corps, voire éventuellement des maladies, d'où l'important absolument de drainer le plus régulièrement possible. Déjà d'arrêter d'intoxiquer, c'est la base quand même au départ, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'amener ces toxiques en permanence, et puis une fois qu'on a arrêté de les amener, on les aide à partir. C'est-à-dire que parfois, finalement, si on n'élimine pas, vous êtes en train de nous dire que nous sommes finalement des poubelles un peu ambulantes, parfois, Guillaume Géraud? On passe du statut de bipède, où j'utilise tous mes membres, etc., pour aller marcher, pour aller courir, etc., à unifessier, comme je suis là, assis, les jambes croisées. Sédentaire. Comme vous à la maison, nous regardez. En totale fermeture. Et on assume. On assume. Et donc forcément, ça reste à l'intérieur. Après, ça fermente et il n'y a pas d'évacuation. Mais quels sont les désagréments auxquels on est confronté au quotidien, concrètement, et qui ont pour origine le manque d'élimination? Quasiment toutes les pathologies aiguës et chroniques sont liées à des surcharges. Mais par exemple quoi? La constipation, il faut parler, on y va, on parle de choses du quotidien. Les dermatoses, quasiment toutes les dermatoses sont aussi des éliminations. Les boutons, ça ressort par la peau. Toutes les troubles les cathars, c'est-à-dire les rhumes, les bronchites, les sinusites, les otites, les pertes blanches, tout ce qui coule par tous les bouts, sont des éliminations de secours. Le corps a l'intelligence, heureusement, d'utiliser ces muqueuses pour prendre en charge un certain nombre de déchets, notamment de familles lipidiques, de familles graisseuses. C'est-à-dire qu'on a toujours une issue de secours. Le corps a toujours une issue de secours. Enfin, on préfère éliminer en urinant plutôt qu'avec des boutons, finalement. Oui, mais ça a une limite. Des stades. Ça a une limite. Une fois qu'on n'a plus assez d'énergie vitale, on est épuisé aussi par le stress et l'environnement et les surcharges, on finit par passer d'une élimination qui est centrifuge à des stockages qui sont centripètes. C'est-à-dire qu'on va garder à l'intérieur. Vous pouvez parler simplement. Vers l'extérieur. Sinon, vous allez avoir un gage, vous savez, Daniel. La force centrifuge, tout le monde connaît. Mot compliqué égale gage. Vous en êtes déjà à 2 mots compliqués, 2 gages. Force centrifuge, tout le monde connaît. Oui, enfin... Élimination vers l'extérieur. Voilà, et centripète, c'est vers l'intérieur. Et puis ça rime avec le sujet dont va parler Guillaume. Centripète. Et bien justement, on y va, Guillaume, on va parler concrètement. On va commencer par la mauvaise haleine. Et là, ça concerne du monde. On en parlait avant de prendre l'antenne. 1 personne sur 2 ? 1 personne sur 2 dans le monde occidental. D'accord. Alors pourquoi dans le monde occidental en particulier? Parce que forcément, on est dans le côté fast food, fast toilette, alimentation sandwich, forcément, sans forcément écouter nos propres besoins, ce dont on va... Le côté hygiène de vie, les aliments qu'on va manger en général vont rester, maturer, et pas forcément être utilisés, fermenter, bien sûr. C'est que la mauvaise haleine, qu'on explique, qu'on comprenne, puisqu'on fait du décryptage aujourd'hui, c'est un problème de bactéries dans la bouche, c'est un problème de tube digestif, c'est un problème d'odeur, d'hygiène, peut-être d'hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un problème dentaire? Une brosse à dents se change entre tous les mois, tous les 3 mois, suivant les études qui sont menées. Pas au moment où les poils sont complètement usés. C'est quelque chose qui doit se changer régulièrement. Sinon, il y a en plus des bactéries. Cette brosse à dents, elle se lave. Donc c'est le puzzle, c'est un ensemble d'éléments. Donc la brosse à dents. Ensuite, le fait d'avoir des caries, d'avoir des infections au niveau dentaire, forcément. Après, il va y avoir une odeur qui va ressortir. Et puis, de se tirer la langue même le matin, de voir l'état de cette langue, parce que l'état de la langue, c'est le reflet de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc l'haleine, c'est le fait de faire sortir. Daniel parlait justement de tout ce qui est à l'intérieur et qui doit sortir. Le moment où je dois m'inquiéter, c'est lorsque j'ai plus de boutons, lorsque je suis jamais malade, en ayant une hygiène de vie qui n'est pas forcément terrible. S'il y a des boutons, s'il y a des choses qui sortent, s'il y a des gaz qui sortent, ça signifie que mon corps fonctionne. C'est une chance. Notre corps fonctionne, les amis, c'est formidable, on a tout ça. Il y a un moment donné, toutes ces surcharges... C'est que la mécanique est vaillante. Mais bien sûr, il faut que ça sorte. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça sorte. Alors, si j'arrive à faire de l'exercice physique, si j'arrive à suer, dans le bon sens du terme, si j'arrive à utiliser finalement de consommer tout ce surplus, pas de problème. Si ce n'est pas le cas, il faut bien que ça sorte à un moment donné. Les gaz, normalement, on est à 1,5 litre, entre 1,5 litre et 1,5 litre par jour qui doit être évacué. Ça, c'est une normalité. Sans en avoir obligatoirement conscience, d'ailleurs. Sans en avoir conscience. Alors, pour revenir quand même à l'haleine, parce que c'est très vicieux, c'est très insidieux, puisque on n'a pas conscience qu'on a une mauvaise haleine, finalement. Alors, comment est-ce qu'il y a des indices
qui nous laisse penser que là, il faudrait quand même peut-être agir. Vous parliez de la langue qui est plus ou moins chargée. Ça, c'est un indice. Si elle est chargée, l'haleine est également chargée. Ça va favoriser. Ce ne sera pas forcément une cause, hein, mais ça va bien favoriser. C'est quoi une langue chargée, Guillaume? En général, c'est le foie qui déborde complètement et qui doit en fait relarguer ses déchets, et ça va se faire au niveau de ce tube digestif, et puis ça remonte, ça remonte. Le côté blanc que je vais avoir sur cette langue, quand c'est blanc, tout ce qui est à l'intérieur, ça va être pareil. Donc quand c'est blanc, la langue est chargée. Oui, donc ça, la laine tout à fait. est potentiellement chargée. Potentiellement. Faire confiance aussi à ses voisins, à ses voisines. Si à chaque fois que je leur parle et que je vois qu'ils s'éloignent, ça devient un indicateur. Donc forcément, si je suspecte ça, peut-être en parler à sa famille, peut-être en parler aux personnes, oser le dire. Je crois que la plus grande chose à faire finalement, c'est oser dire lorsque quelqu'un a un bout de salade qui est coincé, de lui dire, lorsqu'il n'a pas une laine qui est forcément terrible. Ça peut être lié à une carie. La carie, elle peut être silencieuse en point de départ, pas s'en rendre compte, et forcément va dégager des odeurs. Si je le dis à la personne, on va voir le dentiste. Vous n'aurez plus d'amis, vous savez ça. Si vous le dites, vous n'aurez plus d'amis, Guillaume. Il faut faire un choix. Mais non, justement. Le principe des amis, c'est de pouvoir leur dire les choses. Hein, c'est souvent ce qu'on dit. Est-ce qu'il faut se brosser la langue? Tiens, puisqu'on parlait de brosse à dents aussi, d'hygiène. On parle plus à la limite de racler la langue. Hein, normalement, on a des outils. Avec une petite cuillère. Une petite cuillère. Ouais. Ah, d'accord. Et tous les matins, vous raclez la langue, ça fait partie justement d'une hygiène. Voilà cette espèce de substance un peu blanche qui sont. Tous les orientaux en Inde, en médecine ayurvédique, en Inde, on se râpe la langue. Moi, je faisais ça avec la brosse à dents, donc pas bon, il faut changer cuillère. Avec la brosse à dents. Pardon? Vous frottez comme ceci, donc vous allez refaire rentrer toute une partie. Le but du jeu, c'est d'éliminer, c'est de faire sortir. Ah oui, on n'en a plus besoin. On trouve des râpe-langues en boutique bio, ça se trouve. Des râpe-langues. C'est un bon petit appareil. La laine, ça c'est fait. On passe maintenant aux flatulences. Ben oui, c'est le repas du jour, que vous voulez-vous. Alors c'est un véritable tabou. Vous le disiez, jusqu'à entre 0,5 et 1,5 litre par jour chez un occidental, vraiment dans le côté normal. Du côté Inde, etc., ce sera un petit peu plus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'épices, il y a des aliments qui vont fermenter encore plus. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est l'alimentation qui est à l'origine de nos flatulences finalement. Obligatoirement. La manière dont on s'alimente. Tout à fait. Plus on va manger des choses sucrées, plus je vais avoir des flatulences qui ne s'entendent pas, donc ça va au bureau, tout va bien, mais par contre qui se sentent. D'accord. C'est autre chose. D'accord. À l'inverse, lorsque c'est trop de protéines, là ça va faire beaucoup de bruit. D'accord. Mais ça reste discret d'un point de vue olfactif. Donc ça, c'est un indice que notre corps... Je suis en train de dire complètement l'inverse. Attendez, là on est parti parce qu'on prend des notes. Alors attendons, on rigole plus. Alors, quand c'est odorant, comment vous expliquez ça, Daniel Kieffer? Excès de protéines. Excès de protéines, odorant. Viande, abats, gibier, charcuterie, légumineuses. Ça vient du côlon gauche et ça remonte quelque part aussi par les voies hautes et basses. Quand c'est auditif et bruyant? Côlon droit, sucre et cellulose. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de céréales. Trop de gâteaux, sucrés, etc. Voilà. Donc vous voyez, ça permet d'avoir un indice et tout de suite de savoir comment agir, où agir, de quelle manière finalement être acteur de sa santé et de son corps. Donc ça, c'est vu. On va passer maintenant tout simplement aux urines. Alors là aussi, ça c'est intéressant et le matin particulièrement, il faut ouvrir l'œil les amis. Pendant la nuit, le corps va avoir un côté détox d'une manière totalement naturelle, surtout d'ailleurs en première partie de nuit. La deuxième partie de nuit sera plus pour le côté ce qu'on appelle la recharge neuro-hormonale. Un gage ou pas? Non, ça va? Non, ça va. C'est Daniel, il est abonné au gage. C'est Daniel, l'homme à gage, le tueur à gage. Voilà. Tout simplement, deuxième partie, c'est là où je vais refaire mes batteries. Et très souvent, lorsque j'ai une alimentation qui est trop grasse, trop sucrée, qui n'est pas bien adaptée finalement à ma physiologie, tout ce côté détox va prendre beaucoup trop de temps. En fin de nuit, d'ailleurs, même en fin de journée, à l'heure du tea time chez les Anglais, le rein va se remettre en fonctionnement. Et en fin de nuit, ça va être le cas également. Donc c'est pour ça que dès le matin, au réveil, je vais aller uriner. Cette urine doit être foncée. Si elle n'est pas foncée, ça signifie que je n'ai pas suffisamment éliminé, auquel cas j'appelle mon patron en disant « Je suis désolé, mais là, ce matin, mes urines sont claires, je ne vais pas être performant aujourd'hui, je reste chez moi me reposer. » Je ne sais pas si ça peut bien fonctionner, mais bon, on peut toujours faire le test. On va essayer, on va voir ce qu'on nous... Donc ces urines doivent être foncées le matin au réveil et s'éclaircir tout au long de la journée. La deuxième, troisième urine doit être claire. Pendant la journée, ce n'est pas le moment d'avoir ce côté détox. Le corps est une machine extraordinaire. C'est-à-dire pendant la nuit, il travaille, il élimine justement ce qui a, peut-être ce qui s'est encrassé tout au long de la journée. Donc le matin, on évacue par l'urine. Il faut que l'urine soit jaune. Foncée. Voilà. Soit foncé. Foncé. Bon jaune foncé. Oui, jaune foncé. Si ça ne l'est pas, le corps n'a pas assez éliminé. Et après, ça doit être clair. Et même peut-être, on doit frôler la transparence.
Oh, à peine. Après, bon, tout dépend un petit peu des politiques. Si on n'est plus sur le côté médecine traditionnelle chinoise, on va dire un petit jaune, à peine. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur une alimentation qui sera légèrement différente. Mais sinon, ici, c'est vraiment des urines qui doivent être assez claires. C'est juste, regardez, on essaye une journée sans boire. L'urine reste foncée. Toute la journée. Si on boit beaucoup, on élimine beaucoup plus les toxines et elle s'éclaircit. C'est comme bon sens finalement. En revanche, boire par petites gorgées. D'accord. Le principe, c'est de s'hydrater. Un bébé, c'est 90% d'eau. Un vieillard, c'est 65% d'eau environ. Bon, en réalité, si vous voulez ne pas vieillir, buvez. Réhydratez-vous. Ça peut être un bon truc vendeur, ça. Lorsque je vais boire une grande quantité d'eau, parce que j'ai soif, dès que j'ai soif, c'est que je manque d'un demi-litre d'eau, ce qui est absolument énorme. Dès que je vais boire une grande quantité d'eau, forcément arrivée trop massive, et j'élimine. Donc je suis tout le temps au trône pour aller évacuer tout ça toute la journée. On dit, ah, il fallait boire, mais moi je suis tout le temps aux toilettes, j'ai pas envie d'être tout le temps aux toilettes. Donc le secret, c'est de boire l'équivalent d'une petite tasse à café, environ toutes les 20 minutes. D'accord. Et là, je me réhydrate. Et un litre, ça a largement suffisant. Avec le jus de cassandre. Bon alors, autre réjouissance, la transpiration. Ouais. Donc là encore, parfois on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une transpiration très importante et même parfois très odorante. Là, comment on explique ça? Comment on peut décrypter? C'est d'évacuation. En fait, au niveau de la peau, on va avoir deux types de cellules. On va dire des mini-reins et des mini-foies. Donc le fait de pouvoir évacuer le côté gras ou le côté acide. Donc là, ça va être tout le principe justement du hammam ou du sauna, ou même tout simplement de faire de la course à pied. Et lorsque ça ne sort pas suffisamment, dès qu'il y a du stress, de l'anxiété, je vais avoir justement ces auréoles qui vont commencer à travailler, à évacuer. Mais c'est l'affaire hormonale justement d'éliminer davantage en termes de transpiration? En point de départ, oui. En point de départ, oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des phéromones, nous avons des excrétions pour envoyer des signaux olfactif finalement à la personne. Et puis ça va bugger parce que le stress, l'anxiété va être beaucoup trop importante et ce qui fait que ça sort dans un côté très très massif. Bon, alors quand c'est odorant, ça c'est une question aussi de toxines? Une question de toxines, oui, tout à fait. D'alimentation, oui. Emmanuel? Oui, bien sûr, toxines, alimentation. Donc comme ça va sortir, ça va générer après des mauvaises odeurs. La transpiration, elle est normalement un tout petit peu acide, mais l'odeur n'est pas désagréable. D'accord, donc ce qui a fermenté à l'intérieur, il y a un moment où forcément ça va ressortir et avec une odeur qui va être donc pour le moins désagréable. Pour faire simple, on peut dire que Faites simple, très bien, Daniel, vous avez compris comment. Vous savez maintenant me parler pour faire simple. La sueur, c'est de l'urine diluée. C'est quasiment la même composition que l'urine. Donc il y a un aller-retour entre un équilibre entre la fonction rénale et la fonction cutanée. D'accord. D'ailleurs, regardez en hiver, quand il fait très froid, on urine plus, un petit peu, mais on boit moins. C'est juste. On transpire peu. C'est le rein qui est plus actif en hiver, c'est sa saison. En été, on boit beaucoup, on transpire beaucoup et on a moins d'urine. Et les deux s'équilibrent. Bon, et vous savez quoi? On va partir pour un tour du monde, ça vous dit? Un petit tour du monde dans À la bonne heure. Parce que vous allez voir, c'est que éliminer, c'est aussi une affaire de culture. Cracher, rôter, chez nous, c'est plutôt perçu comme un signe d'impolitesse. Mais vous allez voir que ce qui est sacrilège et déshonneur dans un pays, dans une culture, est au contraire un signe de santé et parfois même de politesse ailleurs. Les explications, c'est tout de suite avec Éric Tirelli. Il est le directeur de la communication de Voyageurs du Monde. C'est parti, un sujet orchestré par Émilie Lemoine. Rôter à table, se moucher en public. Notre société ne plaisante pas avec l'hygiène et ses dommages collatéraux. Qu'en est-il dans d'autres pays? Nous avons interrogé Éric Tirelli, spécialiste des voyages. Alors Éric, les bonnes manières seraient-elles les mêmes partout? Et non, justement, parce que notre planète n'est pas uniforme. C'est ça qui la rend aussi séduisante, finalement. C'est qu'elle est différente partout et que ce qui peut paraître chez nous absolument grossier, vulgaire ou pas du tout hygiénique, va être dans d'autres pays absolument propre, bien vu, de bon ton. Et finalement, c'est ce qui rend les voyages et les rencontres si intéressantes quand on les fait. Passons donc aux choses sérieuses avec un tour du monde des rôts, bâillements et autres désagréments. Alors, cracher, voilà, ça c'est un gros sujet, surtout en Chine. Quand on passe en Chine, si vous voulez, les gens n'hésitent pas à cracher en public. On est entre amis, ça y est, on crache. Mais pourquoi? Il y a une histoire là-dedans. Il y a deux raisons en fait. La première, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui dit qu'il ne faut jamais garder de mucosité en soi. Il faut toujours faire sortir le mal en soi. Donc ça, c'est un des principes de la médecine chinoise. Et la deuxième raison, qui n'est pas la moindre, c'est que les Chinois se sont beaucoup inspirés des grands hommes et qu'au cours de l'histoire de la Chine, les grands hommes, même Mao plus récemment, se baladaient avec son vase de porcelaine
il raclait sa gorge en public et il crachait en public. Et donc, le peuple a voulu le limiter. Alors l'héros, c'est autre chose. L'héros, c'est un signe de satisfaction et de plaisir après un repas. Ça se passe beaucoup dans les pays du monde arabe, au Maghreb et aussi en Asie, en Inde. Après un repas, il est de bon ton d'émettre un léger rot. C'est pas le méga gros rot vulgaire évidemment. Un léger rot, c'est un signe de reconnaissance et c'est une façon de remercier la maîtresse de maison que son repas était très bon. Si vous ne rôtez pas après un repas, dans certains pays, ça peut être même très mal vu. Alors se moucher, par exemple on va revenir encore dans les cultures asiatiques en Chine, autant on peut manger bruyamment, faire plein de bruit, cracher, tout ça. Mais alors se moucher en public, ça ne passe pas. C'est pareil pour les éternuements d'ailleurs. Japon, même histoire. On s'isole pour se moucher. C'est quelque chose qui ne se fait pas en public, surtout au Japon. Alors le fait de bâiller, il y a toute une symbolique. Vous savez, bâiller, on ouvre la bouche en grand. Donc dans beaucoup de cultures, y compris la nôtre au Moyen-Âge et même avant le Moyen-Âge, en ouvrant la bouche en entier, on laissait entrer le mal, le diable, d'où le fait qu'on se couvrait la bouche avec la main. C'était pas du tout hygiénique de se couvrir la bouche avec la main, c'était surtout pour ne pas laisser entrer le mal. Et dans certains pays, dont encore de nos jours, dans des petits villages retirés du Tyrol, on se signe, on fait le signe de croix après avoir bâillé. Écoutez, moi ce que je dis aux voyageurs déjà, c'est de bien se renseigner avant, et surtout d'être bienveillant, d'être soi-même, et de respecter l'autre. C'est nous l'étranger à l'étranger et que nous aussi on peut paraître très grossier avec nos manières justement d'éternuer en public. En Inde par exemple on n'éternue jamais en public parce que ça porte malheur. Donc vous voyez, c'est à nous d'être très bienveillants. On dit stop avec Décolore Stop. J'ai dit stop aux accidents de lavage qui finissent en scène de ménage. Vous aussi dites stop avec Décolore Stop. En fin de compte, finalement, toute une affaire de culture, quoi. Et c'est une question aussi de tolérance. Et aujourd'hui, il en faut avec le sujet dont on parle, n'est-ce pas, de tolérance. Or, Guillaume, puisque Guillaume est un invité, que les invités sont toujours les rois, Guillaume voulait absolument revenir sur une information essentielle. Indispensable. Guillaume, tapis rouge. Lorsqu'on regarde le côté Ayurveda, donc qui est une médecine traditionnelle en Inde, ils partent du principe qu'avant d'avoir une relation sexuelle, il faut absolument que le ventre fasse du bruit, gargouille, soit plein de vie. C'est vrai que nous, occidentaux... Comme quand on a faim, quoi. Comme lorsqu'on a faim. Très souvent, en fait, nos ventres sont complètement spasmés, sont totalement fermés, et il n'y a plus de vie à l'intérieur. Lorsqu'on le laisse s'exprimer, lorsqu'on lui laisse justement ce libre arbitre, il y a la faim, il y a l'envie, mais le côté libido, c'est quoi? C'est pas uniquement le côté sexuel. La libido, c'est l'envie d'avoir envie. C'est l'envie d'être avec quelqu'un, de manger du chocolat. Avec Emmanuel, là, tout d'un coup, cet attrait. Évidemment. Non mais Guillaume, on est dans une émission, on est regardé quand même. Bon, allez, justement, on va poursuivre. Non mais c'est inconscient. Allez, on va poursuivre avec Emmanuel. Alors c'est important d'éliminer. On le sait, parfois, il faut un peu donner un petit coup de pouce au corps parce qu'il est fragilisé, il est un peu plus fatigué, un peu plus paresseux. Et l'objectif, c'est d'évacuer. Tout à fait. Alors, sachant que la première chose, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même d'arrêter de lui amener trop de choses. Donc, une petite technique alimentaire toute bête, les monodiètes. On arrête un soir par semaine de manger plein de choses et on se concentre sur un aliment. De la pomme, par exemple, une compote de pomme. C'est ce qu'on appelle la monodiète, c'est monodiète, un seul aliment, et on fait un soir de compote de pomme. Du coup, le corps qui fait tout son travail de nettoyage pendant la nuit n'a que cet aliment à digérer, c'est pas fatigant, il nettoie, et le lendemain matin, ça va mieux. Et généralement, quand on gratte la langue après la monodiète de compote de pomme, elle n'a plus du tout la même allure. Donc ça, c'est tout bête. Après, derrière, ça peut aussi être un jus de légumes, le soir. Voilà, on prend que du jus de légumes, et ça nettoie. Donc un aliment en fil conducteur. Voilà, tout à fait. L'hiver, ça peut être du riz, ça peut être du quinoa. On adapte aussi en fonction de la saison, éventuellement. L'été, ça peut être un fruit de saison, une pêche, etc. Un seul aliment. Parce que la digestion, c'est vrai que ça fatigue beaucoup le corps, ça demande beaucoup d'énergie. Bien sûr, parce qu'il doit nettoyer tout ce qu'on lui a donné à manger. Donc plus on va limiter la prise alimentaire, plus ça va nettoyer. C'est le principe d'un jeûne, qui lui se fait vraiment dans un cadre un peu plus précis. Mais là,
C'est une monodiète, ça fait du bien. Donc là, finalement, c'est une sorte de douche intérieure, c'est-à-dire qu'on se nettoie au quotidien, on prend une douche version extérieure. Là, c'est une douche à l'intérieur qu'on offre à notre corps pour le nettoyer un peu. Voilà. Et celle-là, elle est facile, c'est alimentaire, on a tous des pommes chez soi, ça ne demande pas d'aller sur un complément alimentaire éventuellement. D'accord, bon, c'est formidable. On peut commencer par ça. Une fois qu'on a commencé justement à limiter l'alimentation, il y a des produits qui vont nous aider bien sûr à nettoyer. Donc le premier que je vous ai amené, c'est de la sève de bouleau. C'est le draineur par excellence. C'est un produit sympathique parce qu'il a une culture annuelle, uniquement au printemps. On le récolte en mars, en avril. Ça se vend à ce moment-là en cubis, comme les cubis de vin, avec un petit robinet. Et tous les matins, au lever, on prend son petit verre de sève de bouleau. Mais à quel moment? C'est-à-dire tous les matins? C'est-à-dire que c'est une cure de 3 semaines, mais à quel moment de l'année, par exemple? Au moment où on est fatigué, il y a des moments de prédilection. Alors, c'est plutôt le printemps, c'est plutôt l'automne. En printemps, on fait la sève fraîche, qu'on va trouver donc en cubis, en boutique bio, c'est réfrigéré. Elle vient d'être récoltée. Ils récoltent ça fin février, dans les forêts, et on la trouve directement. Donc, celle-là, c'est avec le petit robinet. Si on veut faire ça en automne, il faut aller sur les bouteilles. D'accord. Qu'est-ce que la nature est bien faite? C'est-à-dire que la sève est produite au moment où le corps en a besoin. Tout à fait. C'est ça, on fait, voilà, pièce commune avec finalement la nature. Voilà. Et ça va aider le foie à faire son travail, le rein à faire son travail, puisque pour drainer, il faut aider les organes qui drainent à faire leur travail. Mais c'est formidable, c'est ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que c'est comme la voiture. Si la voiture est trop encrassée, elle va rouler moins bien, moins vite, et après, nous, on sera fatigués. C'est-à-dire que tout ça, ça va se manifester au quotidien par des petits éléments, finalement. Voilà, exactement. C'est faire la vidange de sa voiture qu'à de s'occuper de son milieu intérieur. Hein. Oui, c'est vrai. C'est clair. C'est vrai. Voilà. Tous les ceux qui le mettent, on va faire une révision pour sa voiture et pour nous. Et les petits voyants rouges qui s'allument, c'est nos symptômes qu'on appelle à tort des pathologies souvent. Voilà, et qu'on est en train de vous expliquer à la... Exactement. Et c'est vrai que dès qu'on réduit la prise alimentaire et qu'on accompagne par un drainage, tout de suite on le sent, la peau s'améliore, la mauvaise haleine disparaît, la digestion se fait plus facilement. C'est immédiat comme effet. C'est immédiat. En 15 jours, on voit les effets, c'est très très rapide. Avec des crises curatives de temps en temps. Avec des crises curatives de temps en temps. Avec la sève de bouleau, c'est un produit doux, il n'y a pas de risque. Attention, pour drainer, il faut quand même que les organes soient en bon état. Si le foie est trop surchargé, si on va très vite sur un drainage type, un drainage comme ça qui mélange radis noir, desmodium, etc., qui est quelque chose d'assez fort pour le foie, on peut avoir des... Trop brutal, trop abrasif. On appelle ça des crises curatives et tous les symptômes flambent. D'accord. C'est pas le but, c'est-à-dire que les boutons... Non, on y va en douceur. Nous, il nous faut de la douceur, Donc on commence par un drainage doux, type sève de bouleau, et après on peut aller, si on veut continuer sur le foie, sur quelque chose de plus fort. D'accord. Oh là là, on note tout, parce que alors là, c'est à remettre. Donc ça, un verre, tous les matins au réveil. Ensuite, vous avez de la chlorella. Ça, c'est pour drainer et nettoyer l'intestin. C'est quoi la chlorella? C'est une algue. Voilà, c'est une algue d'eau douce. Alors, tous les produits verts le font. On appelle les produits verts les produits qui contiennent de la chlorophylle. Donc, on va avoir toutes les algues, on va avoir le green magma aussi, par exemple. Ça nettoie les intestins. Ça oxygène, et vraiment, ça retire les bactéries. Donc ça se prend de manière un petit peu plus particulière. C'est des cures progressives. C'est-à-dire qu'on va commencer à prendre 4 comprimés, par exemple, le soir, pendant une semaine. Et puis, on attend. Voir si on supporte bien l'algue, s'il n'y a pas de souci particulier, si ça ne déclenche pas une diarrhée, etc. C'est un produit un peu spécifique. Si tout va bien, la semaine d'après, on en prend 5. D'accord. Et puis la semaine suivante, 6. On peut aller jusqu'à 12 comprimés. Et ça va nettoyer en douceur les intestins. Et la chlorella, en même temps, a un effet sur tout ce qui est métaux lourds. D'accord, donc on nettoie les mauvaises bactéries. Et finalement, ce sont toutes ces bactéries qui sont à l'origine de ces odeurs qui nous mettent parfois très mal à l'aise. D'accord. Ça permet vraiment, si l'alimentation est bien régulée à côté, de faire disparaître les gaz, par exemple. D'accord. Voilà. Bon, mais c'est formidable. Vous-même, est-ce que vous faites, par exemple, au cours d'une année, une petite cure, comme ça, pour nettoyer? Est-ce que vous faites la fameuse monodiète dont nous parlait Emmanuel, une fois par semaine? Est-ce que vous faites cette petite cure au moment du printemps pour nettoyer? Alors, la dernière que vous ayez faite, par exemple, Daniel? 10 jours de raisin à l'automne. Monodiète, qui est la cure classique d'automne, une merveille. Mais qu'est-ce que vous ressentez, par exemple? Légèreté, très bon réveil, la forme dès le petit-déj, moins de fatigabilité, une fraîcheur intellectuelle, mémoire, concentration, la peau. Enfin, c'est que des bienfaits, une cure comme ça. D'accord. Sauf pour les diabétiques peut-être, mais voilà, une cure de raisin, c'est merveilleux. Voilà, alors il faut que ce soit encadré. Hein. Sûr, attention, on ne fait pas ça comme ça à la volée à la maison, il faut que ce soit encadré. Il y a tout un processus, tout un mode d'emploi en fonction des différentes étapes. Guillaume, dernière cure pour éliminer? L'huile essentielle, évidemment. Évidemment. Ah bah voilà, tiens, voilà, la perche est tendue, le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel, c'est de Guillaume Géraud, puis tous les petits livres aussi en fonction des différentes thématiques, le sommeil, les défenses immunitaires.
Avec des huiles essentielles. Oui, normalement les huiles essentielles ne se prennent pas par voie interne, c'est assez compliqué, mais on va pouvoir le faire avec de l'essence de citron. En fait, c'est la partie zeste qui est autour. Autant le jus de citron peut être acidifiant, donc pour un bon carbonique, quelqu'un qui a vraiment la baraque à frites, là ça peut être possible. Un carbonique, oui. Je crois que c'est un mot compliqué. Par contre, l'essence, à ce moment-là, c'est vraiment la partie zeste, donc on va pouvoir mettre 2-3 gouttes directement dans 1,5 litre d'eau, donc ce qui va me forcer en plus à boire. Par contre, ça ne va pas se mélanger, donc à chaque fois que je vais boire, bien remuer la bouteille fermée évidemment, et puis de boire à petites gorgées tout au long de la journée. On aura un côté légèrement détox. Et vous, Emmanuel, votre dernière petite pause pour alléger le corps? Moi, la chlorella, régulièrement, je fais ça 2-3 fois par an systématiquement, et je viens de commander mon cubi de sève de bouleau là pour pouvoir faire la cure. Voilà, mais c'est-à-dire que vous continuez à avoir une alimentation régulière et vous associez la chlorella justement en parallèle? Régulièrement, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'on peut tout mélanger ou finalement il faut faire aussi un choix en fonction de ses affinités? Alors, ça va dépendre aussi de l'intoxication. C'est-à-dire qu'aller drainer tous les organes en même temps, ça peut quand même donner beaucoup de travail. Donc il faut quand même être assez prudent. Oui, parce que quand le corps élimine, il travaille, donc ça le fatigue aussi. Oui, tout à fait. Donc il faut aussi être prudent. Et là, c'est là que le thérapeute est important, parce que ça va vraiment dépendre de l'intoxication, du terrain, enfin de la problématique de la personne. Donc une cure de sève de bouleau, il n'y a aucun risque, c'est vraiment quelque chose qui est très doux, etc. Après, des draineurs plus importants, soit du rein, soit du foie, soit de la vésicule biliaire, voilà, on fait attention. Donc si ça fatigue le corps, il ne faut mieux pas commencer ce genre de cure en plein hiver quand il fait froid, où le corps est déjà fatigué, sollicité. Voilà. En hiver, pas de cure de nettoyage. On soutient. On va soutenir les organes, c'est-à-dire que le foie, on va le soutenir avec un chardon-marie, un desmodium, etc. Surtout, on ne draine pas. Alors justement, c'est quoi cette petite bouteille dont parlait Daniel? Donc cette petite bouteille, c'est de l'eau hydroxydase. En fait, c'est une eau minérale qui est mise en bouteille de manière très très particulière et qui va aider à drainer toutes les surcharges métaboliques. Alors c'est-à-dire? Alors le cholestérol, l'acide urique, l'urée, etc. Voilà. Donc ça se prend de manière un petit peu particulière. La cellulite aussi? Oui, tout ce qui est pour le poids. C'est l'eau, l'accompagnement de tous les régimes minceurs. Ah oui, d'accord. Effectivement, quand on veut se lancer dans un régime minceur, ça accompagne bien, ça aide à drainer, ça aide à vraiment, ça accompagne, voilà, tout simplement. C'est une bouteille par jour? Alors ça peut aller jusque 3, ça va aussi dépendre du terrain, de la problématique, de l'encrassement, comme toujours, mais généralement c'est une. Le matin, on débouche, on boit directement au goulot, tout doucement. Ça ne se garde pas, sinon ça s'oxyde. D'accord. Donc le matin, en douceur, on prend sa petite bouteille, on peut en prendre 2, éventuellement 3, ça va vraiment dépendre. Donc ça, c'est une cure de combien de jours pour justement voir les premiers effets? Il faut bien 3 semaines, généralement. 3 semaines. Ça peut éventuellement durer un peu plus et ça peut aussi se faire plusieurs fois dans l'année. D'accord. Voilà. Mais c'est formidable. Là, on a fait un petit tour d'horizon des produits justement qui peuvent aider à l'élimination. C'est important d'éliminer. Et alors pourtant, c'est incroyable, c'est dans le commerce. On se dit, on ne veut pas nous faire de mal. Tout ce qui est dans le commerce est forcément bon. Et là, on retrouve des antitranspirants. Mais ça, c'est sacrilège, Daniel Kieffer. C'est-à-dire que ça semble contre nature que de bloquer des pores de la peau qui sont censés éliminer. Tout ce qui est lié à l'animalité qui est en nous a été censuré, chanté. Il faut être impeccable au niveau des odeurs, au niveau des bruits. Mais là, c'est qu'on bloque les pores de la peau. C'est comme... C'est pire. C'est pire parce qu'on ferme un émonctoire. On s'oppose à un processus naturel. Les antiperspirants, ou même naturels. Je sais qu'il y a quelques années, il y avait une mode avec la sauge. On faisait des bains de pieds à la sauge, des bains de bras à la sauge. On prenait des tisanes de sauge parce qu'un certain docteur avait dit que ça limitait la transpiration. C'est vrai ça ou pas? C'est vrai. Oui. Mais dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, les médecins et les naturopathes ont vu des hypertensions artérielles, des accidents vasculaires cérébraux, des blocages rénaux chez les gens qui avaient bloqué leur transpiration. Ah, d'accord. Donc, ah oui, c'est pour soulager un endroit et créer d'autres problèmes, c'est pas l'intérêt. Évidemment, évidemment. Bon, vous savez quoi? On a la solution. Voilà. Et ben c'est Sophie Machetou qui va réveiller notre animalité, justement. Vous allez être ravis. Elle va être ravie de ce lancement, puisqu'on a préparé à ses côtés, on va faire une fabrication maison d'un déodorant. C'est-à-dire tous les avantages d'une odeur agréable, flatteuse, sans avoir les inconvénients d'un manque d'élimination. Je vous retrouve tout à l'heure, parce qu'avec vous, Daniel, attention, hein, pas de mots compliqués. Okay. Vous allez nous donner tous les indices extérieurs qui révèlent justement ce qui se passe à l'intérieur. Allez, on va rejoindre Sophie, côté cuisine, et on vous retrouve juste après. Vous prenez votre temps, vous passez un petit moment. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Sophie. Bonjour Charlotte. Ça va bien? Très très bien. Bon alors Sophie Machetou, vous la connaissez, créatrice de Bionaissance. Elle est l'auteure de nombreux livres consacrés à la beauté au féminin, une beauté glamour, belle, bio et gourmande. C'est aux éditions Vigo. Et alors votre sujet de prédilection, Sophie, vous, c'est la traçabilité, l'efficacité, et ça donne donc une recette cosmétique fabrication maison. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va s'occuper du déodorant. Déodorant, ce n'est pas une mince affaire. Un déodorant donc roll-on, sans alcool, palmarosa et fragonia.
Bon, c'est une bonne chose parce que alors, là, on a lu que des études avaient été menées, que certains déodorants qu'on trouvait dans le commerce, justement, pouvaient accompagner le développement, justement, de cancer du sein, notamment au niveau des femmes. Il y a beaucoup de substances sujettes à polémique. Et pour faire un bon déodorant naturel qui soit respectueux de l'écosystème de la peau, il faut 3 choses. Il faut des actifs rafraîchissants, des actifs antibactériens parce que ce sont les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs, et des actifs qui vont réguler la transpiration sans la bloquer, c'est très important. Alors pas bloquer, ça on a bien compris, éliminer, c'est l'objectif, mais est-ce que ça va être efficace? Que d'un déodorant, on attend quand même justement qu'il permette l'élimination, mais aussi qu'il rafraîchisse. Tout à fait, on a dans la nature des huiles essentielles qui sont rafraîchissantes, qui sont régulatrices de la transpiration. On a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de naturel et d'efficace. Bon, et on a tout ce qu'il faut à la maison. Alors on y va, Sophie, on passe à la pratique. Voilà, on va faire un déodorant plutôt sous une forme de gel. Donc on va utiliser d'abord de l'eau minérale, d'accord, 35 ml. Donc ça jusque-là, tout va bien. Voilà, alors on vous donne toutes les indications en bas de l'écran, voilà, pour que vous puissiez suivre et reproduire ce qu'on fait justement dans l'émission à la maison. On le met dans un bol ou dans un bécher, peu importe. D'accord. Ensuite, on va prendre 10 ml d'un hydrolat aromatique qui est l'Achillée millefeuille, qui va être cicatrisant, ce qui est bien pour le dessous des bras, et qui va être antibactérien. Puisqu'on dit que justement les déodorants qu'on trouve dans le commerce peuvent être nuisibles aux femmes, liés justement à l'épilation, ça crée des micro-fissures dans la peau et c'est comme ça que justement tous les agents nocifs vont pénétrer dans le corps et ça c'est pas très favorable. Voilà. Surtout quand ce sont des mauvaises choses, là ce sont des bonnes choses. Donc là 10 ml d'hydrolat d'Achillée millefeuille, comme ceci. Ensuite on va rajouter de la glycérine végétale qui va être hydratante, adoucissante, ce qui est aussi une bonne chose. Donc là on va prendre une balance. En même temps, on va soigner aussi la peau. Tout à fait, c'est important. Oui, c'est un déodorant soin, ça c'est très important. Là, on va mettre 1,2 g, petite cuillère environ. On les trouve facilement, toutes ces matières premières? Oui, très facilement. Dans le commerce, dans le commerce, sur Internet, en magasin bio, un peu partout. Voilà, donc j'ai mis ma glycérine végétale et je vais rajouter un actif très important, c'est la pierre d'Alain. Pas n'importe quelle pierre d'Alain, ce qu'on appelle le potassium d'Alain. Donc c'est cette pierre-là qui a été réduite en poudre. D'accord. Comme ceci. Ah oui, qu'on trouve parfois dans le commerce. Donc là, on va prendre 1 gramme. On va refaire la tare. En gros, une petite cuillère. Bon, alors souvent, il faut refaire la recette à la maison parce que souvent, les produits que nous propose Sophie sont en termes de prix défiant toute concurrence. Ah oui, oui. Là, on est moins de 3 €. D'accord. Voilà, donc là, on met 1 gramme. Hop, hop, hop. Parfait. D'ailleurs, c'est peut-être mieux le déodorant sous forme de stick que sous forme de spray. Pour la peau, c'est peut-être moins agressif. Moi, je trouve, oui, parce que souvent, le problème, c'est que les déodorants sous forme de spray sont à base d'alcool. Et l'alcool est très irritant, surtout pour les femmes qui s'épilent ou se rasent, par exemple, sous la douche. Donc là, on a un déodorant sans alcool. C'est aussi très respectueux de la peau. Non, mais avec Sophie, on est dans la douceur, là, dans la c'est bienveillance vraiment, pour faire du bien à soi-même, mais aussi à sa peau. Donc là, on mélange. Première étape. Donc jusque-là, c'est très simple. Et on va rajouter... Vous avez besoin d'aide, Sophie? Je suis là pour vous. C'est gentil. On va rajouter, donc on a mis notre pierre d'Alain, et on va rajouter en fait, pour que ça fasse un gel, une gomme en fait végétale qui est la gomme xanthane. Ah, voilà. On voit d'ailleurs parfois dans la liste des ingrédients de certains produits alimentaires. D'accord. Voilà. Donc là, on va mettre 1 gramme. Hop. Ça se présente comment? Ah, c'est aussi de la poudre. C'est un peu de la poudre aussi. Voilà. Alors là, de la consistance. Je vais avoir besoin de votre aide parce qu'il faut mélanger en même temps. En même temps. Pour je suis là. Je suis là. Voilà. C'est très gentil. Ça vous convient, Sophie? Vous me prenez comme assistante? C'est parfait. Bon. Voilà. Donc là, on mélange bien. Et en fait, il faudra attendre à peu près 20 minutes pour que le gel se forme. C'est pour ça que j'ai fait une autre préparation. Maintenant, on va rajouter donc les 2 huiles essentielles qui vont donner l'odeur. Alors, qui vont apporter flatteuse. Voilà, le parfum, mais en plus, évidemment, leurs actifs, puisqu'elles sont toutes les deux antibactériennes. Et l'une, qui est le palmarosa, régule la transpiration. Ah oui, c'est l'huile essentielle de la peau, paraît-il. C'est une très bonne huile essentielle pour la peau. Voilà. Mais attention, hein, l'huile essentielle avec modération et prudence, parce que c'est un concentré de la plante. Bien dosé. Ça sent donc bon, là, c'est le palmarosa qui nous vient d'Inde.
Oh là là. Qui est très proche de la rose en termes d'odeur, qui est florale. Qui est florale, voilà. Une autre moins connue, mais que j'aime beaucoup, c'est l'huile essentielle de Fragonia, qui est très proche du titri. Donc elle est antibactérienne. Donc, voilà, antiseptique, antibactérienne. Voilà, et elle a un parfum floral très rafraîchissant. Les deux sont très rafraîchissantes et légèrement fruitées. Oui, parce que finalement, ce qui donne la mauvaise odeur à la transpiration, ce sont les bactéries. Ce sont les bactéries. On tue les bactéries avec l'huile essentielle de Fragonia. Voilà, et là on met 15 gouttes de chaque, très facile. Hop, on remue. Et on va juste ajouter, comme on a donc une formulation purement aqueuse, on va rajouter en fait un conservateur d'origine naturelle. Moi je vous propose donc l'extrait de pépins de pamplemousse. Il en existe d'autres. Est-ce qu'il faut, parce que parfois justement avec ces produits faits maison, on nous dit que pour conserver, il faut les mettre au frais, au réfrigérateur. Est-ce que c'est juste ou ça suffit par exemple le conservateur qu'on y met là? Ça suffira, il faut justement faire attention dans son sac à main. De toute façon, le déodorant, on a envie généralement de l'avoir avec soi. Hop. Et ça donnera ça, c'est ça Sophie? Voilà, alors là, on a terminé, on réserve, et au bout de 20 minutes, on obtient ce que vous avez donc entre les mains. On met pas ça au frais pour donner côté gélifiant? Non, ça va gélifier tout seul, c'est un gélifiant à froid. Xanthane, c'est la gomme Xanthane qui fait ça. D'accord. Donc voilà, et ensuite, on a le déodorant. Eh bien, on trouve dans le commerce des roll-on, des déodorants billes comme ceci, en plus qui sont écologiques puisqu'on peut les réutiliser et les nettoyer, donc ça évite de gâcher. Voilà, et là, il suffit donc de transvaser votre préparation dans le flacon. C'est formidable maintenant, ce que la nature nous offre. Parce que finalement, là, tous ces produits que vous nous avez proposés en type d'ingrédients sont que des produits qui viennent de la nature et qui sont même parfois labellisés biologiques. Vous êtes attaché à ça, la traçabilité avant tout, qu'ils soient d'origine naturelle, et quand ils sont disponibles en agriculture biologique, bien évidemment. Oui, parce que respecter la nature, c'est aussi se respecter soi-même. Alors, Sophie dit souvent qu'on ne peut pas être belle en abîmant la nature. C'est ça, Sophie? En piétinant la nature. En piétinant la nature. Voilà, et là, vous voyez, on a une formulation idéale pour passer à travers le roll-on. Donc, oui, il y a un petit côté gélifié. Ah oui, on voit bien, regardez la différence. Oui, ça fait vraiment le déodorant qu'on trouve dans le commerce. Ça sent bon. Je trouve que ça change des agrumes. On a cette note très fraîche qu'on retrouve avec le palmarosa et le fragonia, et floral aussi. Vous savez quoi, Sophie? C'est adopté, testé et approuvé. Merci beaucoup, Sophie. Je repars côté salon. Vous revenez nous rejoindre en fin d'émission. Bien évidemment. On y tient. Allez, à tout à l'heure, Sophie. Merci beaucoup. Allez, Sophie nous rejoindra en fin d'émission. On va poursuivre. S'il y a tellement de choses à dire, on ne s'endort pas. On ne s'endort pas, même si bailler fait partie aussi d'une forme d'élimination importante pour le corps, Emmanuel. Tout à fait, oui. Généralement, le bâillement vient parce qu'on a besoin d'oxygène. Donc du coup, ça provoque le bâillement pour faire une hyperoxygénation et du coup, derrière, ça apaise, ça fait du bien, ça équilibre le cerveau, etc. Donc c'est très important. Se retenir. Surtout on peut se protéger par correction. Mais il faut bailler. D'accord, bailler aux corneilles. Exactement. Attendez, le fait d'en parler, ça me donne envie. C'est un feu de cheminée, là, on est bien, on s'endormirait. Non, on se réveille parce que Daniel a décidé d'utiliser des mots simples, de peur d'avoir des gages. Promis. Voilà. Alors, le titre de votre livre, Daniel Kieffer, Cure naturopathique aux éditions Grancher. Et alors, c'est formidable avec vous parce que on va s'intéresser à deux parties de notre corps qui sont à la fois visibles des autres, mais aussi de nous-mêmes et qui sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur, tout est relié. La forme est le reflet du fond. C'est simple, c'est bien. C'est bien, Daniel. Mais encore. Mais c'est vrai que c'est une science très empirique et qui n'est pas forcément exacte. Donc, par habitude, depuis Hippocrate, on sait qu'il y a des constitutions, des tempéraments, des indices du visage, de la main, les proportions du corps, la pilosité. Bon, tout ça finit par s'interpréter. Et en répétant les observations, on finit par quasiment les rendre scientifiques. Alors, puisque vous parlez d'observation, vous qui êtes justement tous les trois naturopathes, quand vous voyez une personne rentrer dans votre cabinet, vous dressez déjà une première esquisse, vous savez déjà à qui vous avez affaire, dans la manière dont elle se comporte, dans son visage, son teint, son regard, ses mains. Il y a des indices qui sont clés. C'est pas forcément magique, mais avec l'habitude, c'est vrai que c'est très fiable. Dès la salle d'attente, on voit la façon dont elle est assise, sa posture, on voit comment elle va marcher jusqu'au cabinet, la poignée de main, le regard, la voix. Et après, on rentre dans le détail en étudiant les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. Quels sont, allez, petit tour de table, les indices les plus fiables qui, pour vous, sont vraiment porteurs d'un check-up santé au premier regard?
Allez, Emmanuel. Alors, je trouve que vraiment sur les constitutions, quand on a affaire à un bilieux, voilà, avec une constitution hépatique au départ, on sait que le foie va Un bilieux, un inquiet. Voilà, un inquiet. C'est vraiment une constitution naturopathique. On sait qu'on va avoir un foie un peu fragile, un teint un peu jaune, des gens qui vont vous parler de mauvaise haleine, de mauvaise digestion, etc. Ça arrive très très fréquemment. Guillaume, est-ce qu'il y a un indice qui pour vous est vraiment clé et vraiment infaillible? La manière dont les gens tendent la main, disent bonjour. En général, il y a beaucoup de signes derrière. On le sait de manière empirique, dès qu'on serre la main à quelqu'un, il y a des milliers d'informations qui arrivent. Amusez-vous de temps en temps d'ailleurs de serrer la main avec la main gauche, sans parler. Parce qu'à chaque fois que je dis bonjour à quelqu'un, il y a toujours « Ah tiens, comment tu vas ?» etc. Et si toutes les informations que je reçois au niveau de cette main, tout ce que je vais donner et recevoir, est complètement pollué finalement par la parole qui est au-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arriver à s'écouter. Dans les mains. Énormément. Alors on y va, on va faire un décryptage à la maison, on prend sa mimine, on prend sa main et on décrypte. Parce que alors ça semble, voilà, une partie de notre corps totalement anodine, et pourtant... pourtant, Daniel, il y a des informations là. Si on détaille les tempéraments ou les constitutions, c'est un petit peu long et un peu compliqué. On peut regarder des indices tout simples, comme par exemple cette partie de la main qui s'appelle le mont Ténard, qui est un des monts... Qui est un peu dodu, c'est un mont de Vénus aussi. On a 2 monts de Vénus sur le corps, mais celui-là, il est plus accessible. Ça, c'est le mont Ténard, cette partie-là. Voilà. D'accord. Et en fonction de sa tonicité, de sa convexité, de sa chaleur, c'est un excellent indice de vitalité et de libido. Ah, on parlait tout à l'heure justement de libido avec Guillaume. Oui. C'est-à-dire il faut qu'il soit comment, vous disiez bombé, tonique. Bombé, un peu, d'accord. Et chaud si possible. Et ça peut changer en quelques années, hein. C'est un indice tempéramental, c'est-à-dire que ça peut évoluer. Ah, c'est pas figé, c'est-à-dire que ça évolue en fonction justement de ce qui se passe à l'intérieur. L'utilisation de la libido. De soi-même. Merci. On l'utilise, on le mesure Merci, et on le note dans notre bilan, c'est un indice. Alors, main droite, main gauche, les deux, on palpe de face et on estime la tonicité. Et donc, on l'appelle le mont Ténard. Oui. Alors, ensuite, sur la main, qu'est-ce qui est important? Les lignes de la main, bon, ça, c'est un peu plus c'est plus complexe. Mineur. C'est voilà, plus mineur. Les ongles sont intéressants. Les ongles sont un bon reflet de la minéralisation, de l'équilibre de nos protéines, de nos oligo-éléments. Les taches blanches sur les ongles, par exemple, qui nous indiquent instantanément une carence en zinc. Et ça a été validé X fois. D'accord. Et le zinc est un... On vous a parlé pendant des années de magnésium? Non, ni le calcium, ni le magnésium, c'est le zinc. D'accord. Et le zinc, c'est essentiel pour le système immunitaire, pour la peau, pour les glandes aussi. Et puis les lunules, c'est-à-dire les lunes, comme on les appelle parfois. Parfois, on n'en a pas. Alors, il y a des constitutions qui n'en ont pas, c'est génétique. D'accord. Il y a des gens qui en ont que 2 et qui en auront toujours 2 au pouce. Mais si vous en avez 3 ou 4, c'est la porte ouverte pour en avoir 10. Et plus vous en avez, plus l'énergie circule. Et éventuellement, vous la brûlez un peu. Mais un ongle sain, par exemple, c'est quoi pour vous? C'est un ongle rose, coloré, brillant. La forme est moins importante. Et si possible, avec de belles lunules. Avec de belles lunules. Oui. Bon. Et alors, quand les ongles sont rongés, parce que là aussi, c'est révélateur aussi, parce que tous ces indices, finalement, ils révèlent qui nous sommes, notre personnalité, notre tempérament psychique et physique aussi. Bien sûr. Alors, quand les ongles sont rongés... C'est pas la faute de l'ongle, là. On est vraiment sur un terrain anxieux, angoissé. C'est une façon de se détendre qui est assez tordue. Mais bon, beaucoup de gens font ça. Beaucoup de gamins, beaucoup d'adultes en période de stress. Quand les ongles sont cassés, parce que parfois on aimerait qu'ils aient une bonne croissance, on aimerait qu'ils poussent, on aimerait qu'ils soient vaillants, et parfois ils sont fébriles et fragiles. C'est un des reflets de l'équilibre hépatique. Donc ça, c'est le foie. Le foie et puis certaines carences probablement, peut-être en protéines, en minéraux, en soufre aussi, en zinc. C'est un reflet assez général de la vitalité, l'ongle. Le visage maintenant, Daniel. Là aussi, il faut décrypter. Puis alors, on se regarde de temps en temps dans le miroir au cours d'une journée, et là, on peut y voir des choses très intéressantes. Oui. La forme du visage, les proportions entre l'étage du bas avec la bouche et la mâchoire, l'étage central avec les pommettes et le nez, et puis l'étage du haut, globalement, on l'associe à 3 grandes zones du corps. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'étage digestif en bas, avec le domaine de la volonté, le pôle qu'on appelle métabolique. Et puis au centre, on aura tout ce qui est relationnel, tout ce qui est affectif, qu'on va noter au niveau de l'ouverture des narines, de la tonicité des pommettes. Et puis le haut sera plus le système nerveux, la réflexion, la vie intérieure. Donc déjà, l'équilibre des 3 étages nous donne le profil global de la personne. Profil psychologique et aussi physiologique. Ensuite, j'imagine qu'il y a aussi le teint, parce que là aussi, Emmanuel nous disait, les profils un peu hépatiques, quand le teint est un petit peu jaune, là aussi, ça donne des indices. Bien sûr.
les grands nerveux qui sont plutôt gris verdâtre, les hépatiques qui sont plus dans les jaunes bruns, les sanguins qui vont vers le rouge. On a des confirmations évidentes. Et puis l'ouverture, les ouvertures de nos des orifices récepteurs, voilà, au niveau de la face, hein, sont aussi d'excellents indices de comment fonctionne mon système nerveux. Des gens qui ont des grands yeux dans un petit visage, un petit cadre, brûlent, gaspillent beaucoup d'énergie par le système nerveux, la pensée, la réflexion. Un nez très pincé va nous donner une petite capacité respiratoire, plutôt une prédisposition à des pathologies pulmonaires. À l'intériorité, peut-être? Oui, une communication plus modeste, plus discrète. D'accord. La bouche est un très bon reflet et du tube digestif et aussi de la libido, de la sensualité. La bouche qui devrait être plutôt grande, mobile, brillante, qu'on va retrouver dans des populations généralement aussi plus proches de la nature, ou chez des enfants tout neufs, avec un tube digestif tout neuf. On voit avec les années la bouche qui se referme, qui se resserre, qui s'intériorise. Vous parlez des yeux, l'affaire des cernes, parce que alors ça, les cernes, oui. Là aussi, c'est intéressant parce que elles sont quand même souvent noires, hein, elles ont une tendance un peu grise. C'est un mot masculin. Ah oui, exact, un cerne, à chaque fois on se fait avoir. Ça aussi, non mais c'est terrible. C'est comme les soldes. Ah non mais c'est terrible, parce que c'est au féminin, peut-être que c'est peut-être les femmes qui en ont davantage. Les soldes aussi d'ailleurs. À chaque fois on se fait avoir, vous avez raison, c'est un cerne. Oui. Alors, donc justement, la symbolique. C'est pas de la symbolique, hein, c'est vraiment là une observation qui ramène à de la clinique. Le cerne est plutôt l'insuffisance hépatique. Surmenage par des toxiques, par le tabac, par des médicaments. On voit ce grisé qui arrive sous l'œil, qui est différent de l'œdème, c'est-à-dire la poche sous l'œil, qui lui est plutôt une insuffisance rénale. D'accord. La tendance aux œdèmes. L'œil nous parle de cela. Mais ça, c'est scientifique ou c'est empirisme? C'est l'empirisme qui, d'année en année, a tellement été observé et confirmé. Bonjour. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? On était en discussion, là, et tout d'un coup, on est tombé. Mais ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Voilà, venez vous asseoir. Donc, d'accord, mais c'est incroyable. Enfin, j'espère que vous avez noté à la maison, parce que c'est incroyable comme le corps, et heureusement, c'est une chance finalement, tous ces signaux. C'est tellement devenu scientifique qu'aujourd'hui, on sait en cardiologie qu'il y a des signes qui sont des prédispositions à 97% liés à des pathologies comme l'infarctus, et qui sont au niveau du lobe de l'oreille, par exemple, ou de la tonsure. Ce sont des choses chez l'homme qui sont très fiables. Donc on est passé de l'empirisme depuis Hippocrate à des choses qui deviennent aujourd'hui plus rationnelles. Des signaux auxquels on ne prête pas attention et pourtant, mais qui sont révélateurs de ce qui se passe véritablement en nous. Vous avez écouté l'émission toutes les deux côté cuisine quand même là? On entendait, voilà, ça faisait un peu la discussion, la popote et tout. Merci franchement à vous tous, voilà, de nous avoir accompagnés durant cette petite pause bonheur. Ça a été, allez, que vous dire, un plaisir, un bonheur incommensurable de partager cette émission à vos côtés. Voilà, à la bonne heure se termine, mais vous retrouvez toutes les informations, toutes les références sur le site internet de Vivolta, vivolta.com. Puis nous on se retrouve très vite, voilà, dans À la bonne heure. En attendant, beaucoup de bonheur à vous tous. À très bientôt. Je veux que ce soit simple, mais raffiné. Oh mon Dieu, c'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta. Je suis Roy, président de Roaco. Roy attend beaucoup de ses collaborateurs. Productivité, précision et surtout beaucoup de pauses. Pour que le travail avance, Roaco, encourageons les pauses. Embarquez pour votre divertissement avec MSC Croisières. Retrouvez votre magazine avec la Ligue contre le cancer. Mobilisons-nous. Le spécial Revanche de Noël de Ne le dites pas à la mariée est de retour. J'étais pétrifiée. Vraiment pétrifiée. Ça ne va pas du tout. J'ai l'impression d'aller à un enterrement. Et il est temps pour les mariés d'avoir leur revanche. Non! Tu ne me détestes pas à ce point. Nous revenons pour les festivités avec vos mariés préférés. Comment peut-on être aussi stupide et romantique à la fois?
qui ont eu le courage de laisser leur époux Je vais le faire à ma manière, même si elle est enceinte. organiser une journée spéciale. Mes vœux de mariage étaient assez traditionnels, mais c'est parce que je n'y connais rien en matière de vœux. Je savais qu'ils ne feraient rien de normal. Leurs époux ont-ils été sages? Mais à quoi je pensais? Ça allait pas fort. Ou complètement fous? Il y a peu de mariages où l'on peut danser avec une barre de pole dance. C'est la pire sensation qui soit. Alors asseyez-vous, détendez-vous et restez avec nous pour découvrir ce que nos mariés ont prévu pour Noël. Je sens que ça va être difficile. Pour leurs pauvres époux. Ah, c'est terrible. Tu es méchante. La revanche est si douce. Eh oui, c'est Noël, ou plutôt Noël et Gemma. Gemma est une maman qui travaille dur et qui avait toujours rêvé d'un mariage sophistiqué chez elle, dans sa ville, avec ses amis et sa famille. Je pensais que ce serait près de chez nous, pour qu'il ne soit pas stressé par la recherche du lieu et qu'il puisse écouter.